Rebonjour, bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir que de vous retrouver sur 01 TV pour ce nouveau numéro de Village Startup. Ici au Village Baïséa, en plein cœur de Paris. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel et bonjour à tous. Nous allons vous faire découvrir la quintessence de la technologie française. La substantifiquement là. Absolument. Avec nos trois invités Startup. On va parler, François, d'une technologie pour optimiser la durée de vie des batteries. On va parler également de jeux de société. Oui, c'est très tendance, mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Avec un petit robot que vous êtes en train de découvrir là. Et puis d'objets connectés pour la santé, made in France, qui sont imprimés en 3D, on le voit, et qui se veulent donc simples et bon marché. Et puis, ça sera notre rendez-vous Green Tech avec Fabrice Marcella, vous le savez, maire du village, qui viendra nous parler de toutes les dernières avancées dans ce domaine qui est passionnant, bien évidemment, Smart Cities, Agritech, etc., etc. Merci d'être avec nous. Village Startup tous les mois sur 01 TV, c'est parti. Notre premier invité, c'est Jocelyn Priour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour Jocelyn. CEO de la société PowerUp. Voilà. Et PowerUp, vous vous demandez ce que c'est. Et bien voilà. Surtout toi. C'est vrai, ça fait penser un peu aux jeux vidéo. Il y a toujours des PowerUp dans les vidéos, tu sais, dans les Mario, etc. 6 minutes pour découvrir ce que vous faites, Jocelyn, et on vous écoute. Alors, qu'est-ce que PowerUp ? PowerUp, nous travaillons sur la thématique des batteries lithium-ion qu'on utilise aujourd'hui, notamment pour les jeux vidéo, si vous en avez avec les téléphones, les batteries qu'on va trouver du téléphone dans tout ce qui va être aussi mobilité, système de backup. Et on s'est intéressé au mécanisme de vieillissement de la batterie, comprendre pourquoi et comment une batterie dans le temps va s'endommager et pourquoi les batteries vont s'endommager de façon différente. Donc c'est vraiment la thématique sur laquelle nous travaillons. D'accord, donc vous analysez la vie des... Le vieillissement de la batterie, en fait. Il y a un sujet capital, puisque on sait, alors l'autonomie, enfin tous les véhicules électriques et la capacité, en fait le stockage d'énergie, c'est passionnant, mais il y a ce souci, après, que fait-on des batteries qui sont considérées comme usagées, quoi ? Et souvent, elles sont recyclées et repartent avec une autre vie. Voilà, tout à fait. Déjà, il faut s'intéresser à la première vie de la batterie parce que trop souvent, en fait, on va détériorer sans le savoir la batterie. Alors, on le connaît tous avec les téléphones qu'on va avoir. Une batterie d'un téléphone, c'est une batterie qui pourrait durer 5 à 6 ans et qui, malheureusement, va durer 2 à 3 ans. La première chose qu'il faut vraiment comprendre sur une batterie, c'est de pouvoir être en capacité de mesurer à tout moment son état de santé. C'est une chose qui paraît complètement dingue. C'est comme dans une voiture, si on n'était pas en capacité de comprendre la jauge où on en était, quelle est l'autonomie résiduelle d'une batterie. Et ça, c'est vraiment la première thématique sur laquelle nous avons travaillé, parce que mesurer l'état de santé d'une batterie quand elle est neuve, c'est facile, on connaît l'autonomie que l'on a. Et puis au bout d'1 an, 2 ans, en fonction de l'utilisation qu'on va en faire, on va perdre la traçabilité. Alors pourquoi on va perdre la traçabilité ? Parce qu'une batterie, c'est un peu comme un corps vivant. Je fais souvent l'analogie avec les êtres humains que nous sommes. On ne fait pas la même chose à 20 ans qu'à 40 ou à 40 qu'à 20 ans. Sinon, on n'a pas les mêmes effets secondaires. Et une batterie, c'est un peu la même chose. Elle va se détériorer en fonction de la façon dont on la charge. Si on la charge trop vite, si on la charge à froid, si on la charge à chaud. Il y a pas mal de... Si on fait du biberonnage, si le soir, votre téléphone, vous le laissez brancher à 100% toute la nuit, voilà, il y a des mécanismes qui vont s'enclencher. Et ces mécanismes vont détériorer la batterie prématurément. D'ailleurs, c'est une question récurrente. Est-ce qu'il faut laisser son téléphone ? Est-ce qu'on peut le laisser brancher toute la nuit ou pas ? Alors, quels sont les tips, pour essayer de conserver une batterie le plus longtemps possible ? C'est votre métier, donc autant vous demander. Voilà. Vous ne chargez pas quand il fait froid. Votre vélo, vous ne le chargez pas dans le garage. Vous allez taper dans des températures à 15-20 degrés. Jamais à 5 degrés, par exemple. En dessous de 10 degrés, c'est mauvais. Ça, c'est vraiment très, très mauvais. Pas charger. Les charges rapides, on va éviter. Voilà. Ou sinon, on charge rapide au début de la charge, mais pas sur la fin de la charge. Et puis, quand la batterie est à 80%, on va le débrancher. Parce qu'au-delà de 80%, le lithium est instable, donc on va éviter de charger les batteries. Mais il n'y a pas de système automatique qui gère tout ça ? Eh bien, justement, en fait, c'est l'objet de notre entreprise. En fait, c'est de comprendre, en fait, dans un premier temps, d'être en capacité de mesurer à tout moment, dans l'usage, l'état de santé de la batterie de façon très précise. Et à partir de là, avoir des charges dynamiques qui, en fonction de l'état de santé, de la température et des usages qu'on veut en faire, quelle est la meilleure façon de charger une batterie pour préserver sa durée. Oui, vous diagnostiquez en fait l'état de santé de la batterie pour après nous expliquer comment essayer d'allonger sa durée de vie. C'est tout à fait cela, ouais. C'est tout à fait cela. Après, il y a des batteries, toutes les batteries ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Il y a des composants qui changent. Alors, nous, on parle de la grande famille du lithium-ion. D'accord. Donc, vous êtes spécialisé dans le lithium-ion. Que ce soit les petites batteries de téléphone ou des batteries de voiture. C'est vraiment la même. Ce qui représente l'immense majorité aujourd'hui. Aujourd'hui, le plomb, on est vraiment sur la fin du plomb, même dans le stockage, même dans les data centers, par exemple. On pensait que le plomb allait durer, et puis maintenant, le lithium prend la place du plomb. Alors vous êtes une spin-off du CEA, PowerUp. EDF a investi également dans votre entreprise, c'est dire à la fois le sérieux et puis l'enjeu que ça représente. Mais où est-ce que votre technologie est utilisée concrètement aujourd'hui ?
Alors nous avons commencé sur des petits systèmes, sur des petites batteries de backup, notamment avec le Crédit Agricole sur les systèmes d'alarme. Ce sont des batteries de backup. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'on a une gestion à l'aveugle. On ne sait pas quelle est l'autonomie résiduelle de la batterie quand on en a besoin. Donc on a fait une expérimentation pendant plus d'1 an avec le Crédit Agricole et on commence la production cette année. On travaille également avec la SNCF sur les signalisations de secours, donc dans des thématiques où vraiment la fiabilité a une importance et le retour sur investissement également. Donc ça, c'est les premiers éléments sur lesquels on a commencé à travailler. Et puis EDF est venu nous voir. EDF travaille énormément sur tout ce qui est stockage massif. On parle d'ESS, Electricity Storage System. C'est vraiment des conteneurs de stockage pour toutes les énergies renouvelables et intermittentes. Le solaire, par exemple. Voilà, le solaire. On a besoin de stocker cette énergie parce qu'on ne l'utilise pas quand on la produit. C'est l'avenir d'ailleurs. Tout à fait. Ouais. Il y a des plans d'investissement qui sont colossaux dans ce domaine-là. Et ça va être fait par des conteneurs de stockage. Et donc le but est de pouvoir intégrer notre technologie sur les systèmes de stockage, notamment EDF. Pour gérer encore mieux, en fait, parce qu'en fait, la plupart du temps, dans ces containers de stockage, ce sont des vieilles batteries, des batteries de voitures qui ont déjà utilisé, qui attaquent une seconde vie. C'est vrai ou pas ? Il y a deux modèles. Hein. On part quand même sur des modèles avec des batteries neuves. Il y a des modèles qui sont en train de se mettre en place pour utiliser justement des batteries de seconde vie, qui n'ont plus la capacité demandée pour leur première vie. Mais qui sont à 80%, donc c'est déjà pas mal. C'est ça ? Oui, il y a différents paramètres. Il faut savoir comment elle a vieilli, la première. Voilà, si elle a mal vieilli, elle peut être potentiellement dangereuse. On parle en ce moment d'incendie. Et pour surveiller l'état de santé d'une batterie, est-ce qu'il faut le faire tout au long de sa vie ou bien vous pouvez arriver avec, je sais pas quoi, une sonde et dire celle-là elle est en bonne santé, celle-là Alors, c'est une analyse de données. On va faire remonter. Donc, en fait, on a développé un logiciel qui est sur le cloud. Et on va pouvoir, en fait, à partir du moment où on récupère la tension, la température et le courant, avec des temporalités qui sont bien données, on va faire tout un traitement mathématique. Et en fonction des modélisations que l'on a pu faire avec le CEA et toute cette expérience, il y a plus de 10 ans de recherche sur la compréhension des mécanismes de vieillissement de la batterie. C'est à partir de cela, une fois qu'on a traité les données, on va pouvoir remonter sur des états de santé très et comme le médecin, vous pouvez dire celle-là elle va bien, celle-là elle va pas bien. Et puis également prévenir les risques, c'est-à-dire prévenir les maladies, prévenir les départs d'incendie. Donc vraiment, c'est une technologie extrêmement intéressante. Donc vous prolongez la durée de vie des batteries et puis... Alors là, il y a le diag. Et puis ensuite, une fois qu'on a compris l'état de santé, la température, l'environnement dans lequel travaille la batterie, on va proposer des démarches pour optimiser la durée de vie de la batterie. Ça s'appelle Power Up. Merci beaucoup. C'est passionnant. Merci beaucoup. C'est passionnant. Voilà encore une expertise française passionnante. Voilà, le gong a retenti trop tôt, je trouve. Et oui, c'est ça. Les batteries, c'est un sujet qui me fascine, qui me passionne. Tout à fait. Tu en as encore plein d'ailleurs de batteries. J'ai l'impression, Jérôme qui ne se vide jamais. C'est un peu comme les vieilles Wonder. Oui. On revient dans un instant. Deuxième start-up qu'on découvre dans Village Startup. Jérôme, c'est ça qui est bien dans Village Startup, c'est que vraiment c'est une émission qui est très riche. On parle de tous les sujets, gestion de l'énergie il y a un instant, et maintenant on va être sur le ludique. Et oui, avec notre invité Nicolas Silvani de la société Ludotech, cofondateur de Ludotech. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Le principe de Village Startup, 6 minutes pour nous faire découvrir donc Ludotech et Olem, parce que vous mêlez, ce qui est intéressant, si tu veux, l'aspect sympathique qu'on a toujours connu du jeu de société traditionnel avec la technologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à marier les deux ? Alors on est parti de l'idée justement d'utiliser la technologie pour enrichir le jeu de société. Et donc pour ça on a créé Olem, un petit robot qui va se déplacer sur le plateau, qui va pouvoir interagir avec tout le matériel standard du jeu de société, donc des cartes, des pions, etc. Et c'est avec ça qu'on crée des nouveaux jeux. Donc en particulier, par exemple, on a des jeux où on va jouer contre le robot, qu'on va affronter, qui va garder un donjon et qu'on va devoir explorer pour trouver des trésors sans se faire attraper par le robot. Donc type jeu de rôle un peu ? Ça peut être du type de jeu de rôle. Alors on parlera plutôt de dungeon crawler dans ce cas-là. D'accord. Après ça c'est un exemple. L'idée c'est d'utiliser Olem comme une console de jeux de société finalement, où on pourra récupérer des nouveaux jeux en permanence sans avoir à racheter du matériel à chaque fois. Pas mal. Une console de jeux de société. C'est-à-dire que le plateau de jeu est un peu universel, c'est ça ? Alors on essaye de concevoir du matériel universel parce que non seulement nous on veut que les gens rachètent pas du matériel à chaque fois, mais on veut aussi que les gens puissent créer leur propre jeu sur Olem sans avoir à créer leur propre matériel à chaque fois, même si c'est possible. Alors là on voit des gens qui sont soit sur une table avec un plateau de jeu. Vous avez parlé d'un premier type de jeu, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors on va avoir un escape game par exemple où les gens vont devoir essayer de réveiller une machine en interagissant avec. On va avoir des jeux basés sur la communication où il faudra essayer de s'échapper de prison. Donc il y a un joueur qui contrôle Olem cette fois-ci, qui va devoir l'amener à la sortie de la prison et les autres vont devoir le guider grâce à des informations qu'ils ont de leur côté qui ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs.
Comment on arrive à gérer à la fois l'aspect convivial du vrai jeu de société sur lequel on peut jouer des heures en fait finalement, et la technologie? On voit qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont essayé, pas forcément toujours avec beaucoup de succès. Est-ce que vous pensez avoir trouvé la bonne solution? Alors, on pense, déjà, bien sûr. L'idée pour nous, c'est vraiment de garder ce côté interaction avec des objets physiques. C'est pour ça que le robot peut s'intégrer dans avec un plateau, avec des pions, avec des cartes. Et en plus de ça, on compte beaucoup sur l'aspect communauté pour que les gens puissent créer leur propre jeu, pour que ça donne vie et ça puisse laisser naître un peu les idées des auteurs de jeux qui sont nombreux en France. On peut éventuellement programmer ses propres jeux. C'est l'idée. Et les distribuer aux autres via l'application. Et en plus, si tu le programmes, tu peux tricher, donc tu gagneras toujours. C'est pas mon genre. Non, c'est pas ton genre, c'est vrai. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de faire ça? Alors, c'est vraiment parti de 3 ingénieurs qui étaient en école, qui cherchaient des projets à faire, des robots qui servaient à tout et à rien. Et un jour, on est vraiment tombé sur cette passion du jeu de société commune pour nous qui était commune entre jeu de société et robotique. Et c'était pour nous la bonne idée parce qu'on voyait une faisabilité et vraiment un apport que ça pouvait créer. Et en plus, il y a une vraie tendance en ce moment. Il y a un grand retour du jeu de société, on peut dire. C'est ça. Et typiquement, nous, on passe beaucoup de temps dans les festivals. Il y en a quasiment un par semaine. On peut faire découvrir Olem. Et alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, parce qu'évidemment, il y a de la tech dans ce robot, il a des capteurs, etc. On dirait un petit aspirateur exactement, robot sur 2 tables. C'est les mêmes technos. Vous rajoutiez le système pour qu'il puisse pour nettoyer, aspirer, par exemple, les restes de chips ou des trucs comme ça. Ça pourrait être pas mal. Non, plus sérieusement, c'est quoi comme appareil, comme type d'appareil que vous avez mis au point? Alors, pour la comparaison avec le robot, justement, on a créé un robot qui peut évoluer. Donc, on a prévu des emplacements pour le faire évoluer par la suite. Et typiquement, je pense qu'il faudra qu'on fasse cette extension balayette de table pour que les gens fassent jouer les enfants à nettoyer la table ou quelque chose comme ça. Oui, attendez, ça peut être sympa. Mais donc, à part ça, on a un haut-parleur qui permet d'avoir du son. On a la connexion avec le téléphone pour profiter de toutes les fonctionnalités du téléphone. Le robot peut se déplacer dans toutes les directions avec des roues holonomes. On a des capteurs infrarouges pour détecter ce qu'on a autour de nous. Enfin, l'idée, c'est vraiment comme ça de pouvoir détecter son environnement, de pouvoir réagir quand on approche la main ou n'importe quoi. Et avec ça, c'est tout ce qu'on utilise pour les nouveaux jeux. Parce que là, vous êtes en train de créer, on va dire, la matière première en fait du jeu. Mais il faut derrière qu'il y ait, comme toutes les consoles, du soft, des contenus, des éditeurs qui s'intéressent peut-être à ce que vous faites, ou même des particuliers qui créent des jeux. C'est ça qui va faire la richesse et le succès en fait d'Olem. C'est ça, et c'est pour ça qu'on est passé par une campagne de financement participatif aussi, c'est que ça nous a permis de rencontrer des gens, alors à la fois en festival, mais aussi sur les réseaux sociaux, qui eux sont intéressés pour créer des jeux, et on a déjà des bêta-testeurs prêts à nous aider à créer des jeux et à développer Olem. Et donc vous en êtes où du développement? Le produit est déjà en vente? On a fini la campagne de financement participatif qui va nous aider à mettre le produit sur le marché. Donc pour l'instant, on a 20 prototypes qu'on a fait assembler en Normandie avec des vrais procédés industriels, donc on sait que c'est fabricable. Et on a 9 jeux fonctionnels. On va continuer à développer des jeux jusqu'à la sortie pour arriver à 20 jeux qui seront utilisables par tous. D'accord. On a des jeux fournis avec la console déjà pour que les gens puissent commencer à jouer. Et après, donc maintenant, il faut qu'on passe par le chemin classique d'industrialisation. Ouais. Et de donc vous prévoyez, la sortie est prévue pour quand et à quel prix? L'idée, donc, c'est de livrer les financements participatifs fin 2022 pour Noël, et après de commercialiser dans la foulée normalement. Aujourd'hui, donc le prix de vente sur le Kickstarter, c'était 280 € pour le robot avec tout le matériel de jeu et 10 jeux inclus. Donc ça revient au prix moyen du jeu de société en fait à 28 € par jeu. D'accord. D'accord. Super. Et vous avez parlé de la Normandie pour assembler ce robot. Est-ce qu'à terme, vous pensez que vous pourriez garder justement la situation de l'usine là-bas, ou est-ce que ça partira en Chine? Alors aujourd'hui, on est à peu près sûr que pendant plusieurs années, on pourra rester en Normandie. Tout dépend des volumes, j'imagine, après. C'est ça. Notre assembleur nous a assuré que normalement, même 1000 par mois pouvaient se gérer si on prévenait à l'avance. Après, les composants électroniques, eux, viendront toujours de Chine, malheureusement. Ça, c'est clair, on n'a pas le choix. Et on cherche à garder la fabrication des cartes aussi en Europe. Et on pense qu'en restant en Europe, comme ça, on peut toujours le faire sans passer par la Chine. Eh bien voilà, écoutez, une bravo. belle initiative. Tout ce qu'on vous souhaite maintenant, c'est aller l'Olem, comme ça, elle est faite. Ah, il l'a faite, elle est bien. Merci. Alors, je voilà. voulais quand même vous en faire Je dois profiter. vous dire que ça fait 5 minutes qu'elle est dans les starting blocks, celle-là. Oui, je me suis dit qu'à la conclusion, c'était pas mal. C'est vrai. Bravo. Merci beaucoup, Merci, Nicolas Silvani. Merci à vous. On va parler de santé maintenant. Oui, et puis juste après, ce sera Fabrice Marcella qui nous rejoindra. On parlera Green Tech, donc à tout de suite. François, tu as toujours rêvé de jouer au docteur, bien sûr. Mais sauf chez toi.
Sauf Voilà. avec moi, Non, ouais, mais moi non plus. Ça Mais m'intéresse pas beaucoup. On va s'intéresser tout de suite à une start-up française qui propose des accessoires médicaux bon marché qu'on aura peut-être bientôt tous chez soi. Et on accueille pour cela Cyril Lecroc. Bonjour, Cyril. Bonjour. Avec WeMed qui est un acteur de la téléconsultation. Hein, Jérôme, tu sais que c'est un sujet qui est en plein boom. Cyril, le principe de Village Startup, 6 minutes pour nous expliquer votre concept. Alors on y va, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous présenter WeMed, s'il vous plaît? Absolument. Eh bien, WeMed, c'est avant tout un projet plus qu'une vision entrepreneuriale des choses initialement. C'est un produit à la base, c'est le Scope qui a été créé pendant la première phase de la pandémie, D'accord. qui était dans le but de répondre très rapidement à une problématique qui était le suivi de soins à domicile et le suivi médical d'une manière générale, avec le premier élément qui est le plus important pour un médecin aujourd'hui, c'est l'auscultation cardio-pulmonaire. Et quand on a fait ce premier produit, eh bien, les réglementations obligent, il a fallu en faire un dispositif médical pour qu'il soit utilisé et il fallait créer une entreprise qui pouvait faire ça. Et donc, on a créé WeMed. Et ben voilà. Et donc je l'ai entre les mains, voilà, c'est donc on peut dire un stéthoscope connecté. C'est exactement ça. Pour monsieur et madame tout le monde. C'est tout à fait ça. C'est Donc le on entend le stéthoscope. cœur, mais aussi, par Les exemple, poumons. les La mer. poumons, la respiration. Non, je pense pas. C'est ça. On couvre Mais- toutes mère, les si tu veux. pathologies cardio-pulmonaires aujourd'hui. En gros, c'est comme se déplacer chez son médecin et avoir une auscultation cardiaque et pulmonaire comme on a d'habitude, sauf qu'on le fait gentiment dans son canapé, Pas bien à mal. l'aise. Mais alors moi, si j'écoute mon cœur ou le cœur de quelqu'un de ma famille, je ne sais pas du tout interpréter ce que j'entends. C'est tout l'intérêt Sauf justement s'il va plus. de Mais la... là, tu t'en rends compte au bout d'un moment. On s'en rend compte Ouais. même avant en général. J'aime pas tes blagues. Non, moi non plus. D'ailleurs. Non, mais J'aime pas comment trop. est-ce qu'on fait dans ce cas-là? En fait, L'idée, c'est- c'est de transmettre l'information. C'est ça, c'est la téléconsultation. L'objectif n'est absolument pas de retirer l'expertise aux médecins, bien au contraire, c'est justement de pouvoir leur rendre une expertise au-delà de la bobologie et d'avoir exactement en fait pour eux la même expérience d'utilisation que leur stéthoscope Voilà. en Donc cabinet. je fais une consultation en visio avec un médecin, il me dit C'est tout à fait branchez-vous le truc, posez-le là, etc. Je pense qu'ils disent pas branchez-vous le truc. mais comment ça se connecte justement? Est-ce que c'est branché au smartphone? C'est ça, c'est branché. Aujourd'hui, en fait, on a vraiment fait un dispositif le plus universel possible. Donc, il se connecte en jack avec différents adaptateurs sur iPhone, Oui, Android, puisque sur iPhone, il n'y a etc. plus de prise jack. Donc, il faut Exactement. l'adaptateur. Donc, on Lightning. prévoit l'adaptateur selon en fait, D'accord. les besoins du patient. Et à côté de ça, après, ça fonctionne avec toutes les plateformes de télémédecine et toutes les autres plateformes. Aujourd'hui, vous pouvez faire une consultation via FaceTime ou WhatsApp avec le Scope. C'est-à-dire que je fais un FaceTime par exemple avec mon médecin ou un WhatsApp, n'importe quoi. Tout à fait. Au bout d'un moment, quand il va me demander d'écouter mon cœur, je branche Voilà. l'appareil. C'est là où il te dit branchez le truc. Oui, oui, c'est ça. branche C'est le là truc. où il dit brancher le Et truc. donc là, à partir du moment où il le branche, Oui. il entendra l'appareil et je poserai en fait, le stéthoscope à l'endroit où il m'indiquera. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. Et ainsi, lui, il pourra entendre justement vos différents foyers cardiaques et foyers pulmonaires et poser un diagnostic, cette fois-ci, non pas par un simple échange verbal comme fait la téléconsultation aujourd'hui, mais un diagnostic objectif Ouais. basé sur des données. On a vu que c'était imprimé en 3D. Absolument. En fait, la technologie cochléaire qu'on a développée, parce que tous les stéthoscopes aujourd'hui sont en métal, parce qu'il y a une question de conduction en fait audio, en fait, tout simplement. Le son conduit mieux dans le métal. D'accord. Et pour baisser les coûts, on l'a fait en plastique. Donc, on a développé Mais cette ça marche quand même technologie. Ça marche même mieux que certains stéthoscopes, si je puis dire. Oui, parce que là c'est de l'électronique, alors que le stéthoscope traditionnel c'est que. Oui, c'est un que la tuyau, quoi. Absolument, mais Ouais. il existe déjà des stéthoscopes connectés. Ouais. Mais qui en général en fait sont plutôt à destination des médecins et sont dans une gamme de prix qui Qui n'est pas du tout la même que la Non. vôtre. Mais tout en étant toujours aussi efficace. C'est ça le. c'est Aujourd'hui, ça la on est par rapport à un stéthoscope classique utilisé par la plupart des médecins. Oui. En tout cas, ils connaîtront la marque. Aujourd'hui, on est à peu près à 40% de captation de fréquence en plus et d'amplitude. Donc c'est meilleur. Aujourd'hui, c'est meilleur. Et combien ça coûte? Alors aujourd'hui, notre prix de vente, c'est de 75 € TTC. D'accord. Et donc, c'est un prix qui est indexé surtout sur notre coût de fabrication. Mais demain, l'idée est de faire baisser pour pouvoir justement toucher un maximum de personnes. Alors, en France, mais aussi surtout dans les pays en voie de développement où malheureusement l'accès à la médecine est assez compliqué, notamment en Afrique et autres. Et l'idée avec WeMed, c'est que vous développiez toute une gamme de produits connectés, c'est ça? C'est hein tout à fait c'est ça.
la première, on va dire la première brique. C'est ça. C'est notre premier dispositif médical certifié CE qui est disponible sur le marché. Et on développe toute une gamme d'éléments complémentaires en fait, pour pouvoir justement assurer une consultation complète. D'accord. Quasiment. Par exemple, qu'est-ce que vous allez fabriquer? Un otoscope connecté qui permet justement de pouvoir faire une consultation de l'ensemble des voies ORL, oreilles, nez. Mais alors ça marche comment un otoscope? Je sais même pas que ça existait, dites-moi. Eh ben, c'est un envoi de lumière et un jeu de oui, lentilles d'accord. qui Et permet ça se met dans pouvoir- l'oreille, c'est Exactement, c'est ça. Voilà, votre enfant a une otite, vous prenez votre smartphone, vous Oui, c'est pour connectez. voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'oreille. Ça veut dire que Donc là, demain- c'est de la vidéo, alors là, on est d'accord. On est dans un cadre vidéo, Ouais. absolument. D'accord. Donc l'idée, c'est que demain, comme aujourd'hui, on achète un thermomètre à la pharmacie, bien on achète aussi un stéthoscope, comment vous dites, Un otoscope. un otoscope. Et stéthoscope de main, j'imagine. Et, comment ça s'appelle aussi pour prendre la pression, la tension. On a Oui. d'autres petites choses en préparation, Ah, mais d'accord, là, ça ok. c'est. Ah, puis c'est ça surprise. existe. Ça existe. Ça Oui, existe voilà. déjà. En fait, la valeur ajoutée de WeMed, c'est vraiment l'élégance de la simplicité. C'était Mhm. Coco Chanel qui disait ça. Mais C'est joli. Pour effectivement, c'est l'élégance de la simplicité. On cherche vraiment à revenir aux bases. Aujourd'hui, là où la plupart des éléments audio utilisent énormément de couches technologiques pour nettoyer le son, alors c'est électronique, c'est numérique, etc. Nous, en fait, on fait toute cette amplification et ce nettoyage de manière mécanique grâce à la D'accord. cochlée. Et donc Cyril, est-ce que c'est déjà disponible votre système? Absolument. Alors aujourd'hui, le scope, on peut l'acheter directement sur notre site internet wemed.fr ou via des réseaux de distribution en Amérique du Nord ou au Canada plus particulièrement ou dans des pays d'Afrique. WeMed, voilà encore Super. un sujet hyper intéressant. Merci beaucoup Cyril Merci à vous. Lecroc et Jérôme, on va enchaîner avec... Eh bien, la Green Tech, on va passer. Eh oui. On va parler de Green Tech avec le coach Fabrice Marcella. Et pour conclure donc ce village startup, comme chaque mois, Fabrice Marcella nous a rejoint. Bonjour Fabrice. Bonjour François, bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice. Le maire du village Baïséa, et on va évoquer une thématique qui nous tient tous à cœur, qu'on évoque souvent d'ailleurs sur 01 TV, c'est tout ce qui touche à la Green Tech. Et tu voulais, Fabrice, rentrer un petit peu dans les détails ce mois-ci. On va faire un petit focus sur la Green Tech, ça me semblait en plus d'actualité. On parle beaucoup de COP26 actuellement à Glasgow, donc ça me semblait intéressant de balayer ce qui se fait sur ce sujet-là. D'ailleurs, on parle de Green Tech, de Clean Tech, d'éco-tech, mais tout ça veut dire exactement la même chose. C'est la tech pour sauver notre planète, parce que vous le savez aussi bien que moi, notre planète a besoin d'être sauvée. Et donc, la Green Tech, c'est la rencontre en fait de la transition écologique et de la tech. Et ce sont toutes ces startups qui proposent une technologie de pointe qui vise notamment à faire quoi? À réduire notre empreinte carbone et puis aussi à assurer un environnement durable dans le temps. Donc la Green Tech, c'est un terme qui est assez générique et qui couvre plusieurs secteurs. Le premier d'entre eux, c'est naturellement ce qu'on appelle la transition énergétique. Ça parle d'énergie renouvelable, d'écomobilité, d'efficacité énergétique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec PowerWeb d'ailleurs, finalement, notre première startup. Oui, Et la longévité des batteries, oui. Eh bien, dans le même esprit, vous aviez interviewé dans un autre épisode une startup qui s'appelle Circle et qui propose quoi? Qui propose des voitures électriques full digital avec des batteries interchangeables à destination des opérateurs de free floating. Typiquement, le genre de startup qu'on peut mettre dans de la green tech. Ensuite, il y a la transition verte dans l'industrie. Donc là, il y a des startups, notamment, je pense à Ecovadis ou à Zei, des startups, en fait, ce sont des plateformes de notation de la responsabilité sociétale des entreprises. Ça vise à afficher au grand public comment les entreprises ou les industries aujourd'hui prennent à bras le corps ce sujet-là et comment elles se transforment. Il y a le sujet de la Smart City. Ce sont tous les sujets liés à la végétalisation de nos villes, aux modes alternatifs de consommation, aux bâtiments autonomes, voire à des bâtiments autosuffisants en énergie. Je bégaye un peu là. Voilà, donc ça c'est aussi un autre argument. Il y a aussi la participation en fait des administrés. Il y a en fait, une partie Smart Cities où, par exemple, les administrés d'une ville peuvent réagir. C'est pas lié directement au green. C'est pas lié directement au green. C'est comment chacun d'entre nous, et notamment effectivement les villes, s'emparent de ce sujet en fait. D'ailleurs, si on reprend les Smart Cities, une des startups dont je souhaitais vous parler, c'est Webress. C'est une startup en fait qui travaille sur la gestion intelligente des flux de personnes afin de faire quoi? Afin d'améliorer le transport public. Pourquoi est-ce important d'améliorer la fluidité des transports publics? Si on veut éviter à chacun d'entre nous de prendre la voiture, encore faut-il avoir des moyens de transport qui correspondent aussi à nos usages. Qui ne soient pas dissuasifs. Et qui ne soient pas dissuasifs. Donc, qui le dites-vous? Et donc tout le monde ne peut pas circuler en vélo comme certains autour de cette table. Donc, je me sens misé.
Ensuite, il y a tous les sujets liés à l'agriculture et à l'alimentation. Bien sûr, tout ce qui est solutions anti-gaspillage, culture biologique, circuits courts. Il y a 2 startups qui m'ont marqué. La première qui s'appelle Too Good To Go, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une startup qui est très connue, en tout cas qui travaille sur... Une vraie réussite. Qui récupère tous les invendus en fait et qui permet à chacun d'entre nous d'être abonné à un panier. On est livré chaque jour finalement d'invendus dans les grands commerces. Et puis une autre que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Pop Farm. Pop Farm, c'est une start-up qui propose en fait une ferme verticale qu'on va retrouver dans les supermarchés. Et donc plutôt que d'acheter votre salade en sachet, ben là en fait vous allez très simplement aller la cueillir. Ça coûte pas plus cher. Ils étaient à Vivatech au mois de mai dernier. Ils étaient à Vivatech, tout à fait. Je me demande si on les avait reçus. Je trouve ça génial. Voilà. Mais ça, c'est un moyen effectivement de lutter contre le gaspillage. Au lieu de faire également. venir le persil et les tomates de l'autre bout du monde ou même de l'autre bout de la France, ils poussent dans le supermarché. Circuit court, en plus ça coûte moins cher, c'est frais et c'est très bon. Et enfin, ça couvre aussi tous les sujets liés à la réduction des gaz à effet de serre. Donc vous l'avez compris, c'est un sujet qui est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet qui date d'il y a une dizaine d'années, qui a pris forme notamment avec la prise de conscience collective autour de notre planète qui est en danger. C'est un mouvement qui est né notamment aux États-Unis dans la Silicon Valley, qui a été ensuite poursuivi en Allemagne autour de tous les sujets liés à l'énergie solaire notamment et à l'éolien. Et c'est arrivé en France très concrètement, poussé par 2 ministres en 2012. Ça s'appelait le programme Ecotech. 2 ministres à l'époque, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était en charge du développement durable, de l'écologie, des transports et des logements, et de Éric Besson, ministre de l'Industrie, Énergie, Économie du numérique. Donc voilà comment le mouvement a démarré. On recense aujourd'hui 800 startups Green Tech en France. Une vingtaine d'entre elles fait partie du French Tech 120. Maintenant, on commence à bien comprendre ce qu'est ce label. C'est près de 1,4 million de chiffre d'affaires en moyenne développé par ces startups et ça représente 20% des levées aujourd'hui en France. Oui, parce qu'il y a un vrai business derrière tout ça. Il y a un vrai business, il y a une vraie économie. Absolument pas. Il y a un vrai business derrière toutes ces... Et quand il y a des investisseurs, je pense qu'eux, effectivement, ont vu le business. D'ailleurs, les 3 startups ont fait de très grosses levées en 2020. Ecovadis, la startup dont je vous parlais précédemment sur le sujet de la plateforme de notation, de la responsabilité sociétale des entreprises, ce sont 213 millions d'euros qui ont été levés quand même par cette startup. Une seconde, McFly, qui est une start-up qui est spécialiste des équipements de production et de distribution de l'hydrogène, mais de l'hydrogène propre, parce qu'en fait on sait qu'il y a 2 types d'hydrogène. Là c'est l'hydrogène propre, 180 millions d'euros, donc on voit que là on change de main. On était dans l'environnement précédemment, là ce sont les nouvelles énergies. Peut-être pour terminer dans mes exemples de levée, lorsqu'on parle d'agriculture et d'agroalimentaire, vous connaissez sûrement cette start-up Insect, qui a fait une levée de 120 millions d'euros en 2020 et qui est spécialisée dans l'élevage d'insectes. À manger. C'est ça. À manger, oui, tout à fait. C'est pas les élever pour les... Alors, je pense que c'est de la farine, là. C'est c'est de la sec. Ce sont pas pour faire des animaux de compagnie. Non. C'est peut-être un concept qui sert à nourrir les animaux de compagnie. Tout à fait. Mais demain, les humains. Voilà, donc je suis pas prêt à passer le cap. Tout à fait. Mais si, on y viendra. En tout cas, nul doute que la COP26, qui cherche notamment à prendre l'engagement auprès d'un grand nombre de pays pour maîtriser en tout cas l'augmentation de la température à plus 1,5 degré, va être de nature à amplifier de nouveau l'investissement dans les startups qui cherchent à régler ce problème autour du changement climatique. Ouais, super intéressant, très difficile aussi parce que du coup ces startups peuvent aussi avoir un impact et il ne faut pas que ça se transforme finalement en gadget qui lui-même va devenir polluant, exactement, qui risque de polluer plus que ce qu'il apporte. C'est ce qu'on appelle aussi tout ce qui est tech for good, qui est un sujet plus globalement très effectivement. Merci Fabrice. Merci beaucoup Fabrice. Fabrice Marcella, maire du village Baïsa, et c'est avec le coach Fabrice que se termine ce village startup, Jérôme. Et oui, un village écoute que j'ai trouvé moi personnellement particulièrement passionnant. Tout à fait. Si vous êtes arrivé, en cours de route, rembobinez, vous allez voir, c'est super. Voilà, vous appuyez sur la cassette. De toute façon, vous avez enregistré sur votre magnétoscope. Donc, et on se retrouve bien évidemment le mois prochain. Merci en tout cas. Salut à tous.